une famille de présidents. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes collègues, Christophe Providence, docteur Célimène. Donc, ça va être rouge. Ça va être rouge dans 2 minutes. On va prendre la parole. Dans 1 minute, ça va être rouge. Oui, oui. Jude, tu as bien vu l'enregistrement lancé, donc tu peux prendre la parole. Oui, oui, oui. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, cet après-midi, nous allons assister donc, à la soutenance de l'étudiant Vladimir Senatus. Donc, dans le cadre d'un programme de master en économie et gestion des entreprises et des institutions financières, à cours, monnaie, banque, finance, assurance. Donc, le sujet de l'étudiant est intitulé, et comme thème, il y a parité monétaire, sujet déterminant du taux de change en Haïti. Étude théorique. Le jury est ainsi composé, donc comme directeur de mémoire, le docteur Fred Célimène, comme rapporteur, le docteur Christophe Providence, et comme président, moi, votre serviteur, docteur Jude-Marie Saint-Martin. Donc, nous allons accorder donc 15 minutes au maximum à l'étudiant pour qu'il puisse présenter donc son mémoire. Et ensuite, on aura l'intervention du rapporteur, docteur Providence, et également du directeur des mémoires, M. Fred Célimène. Et je vais ajouter donc d'autres choses, donc si nécessaire. Donc, l'étudiant, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. C'est un privilège et plaisir d'être ici pour présenter mon mémoire sur les déterminants du taux de change en Haïti, études empiriques. Avant tout, je tiens à remercier tout particulièrement au docteur Fred Célimène pour son soutien et d'effectifs et ses conseils précieux tout au long de ce travail. Sans oublier également docteur Christophe Providence et aussi docteur Jacob Sergo. Et j'exprime mes gratitudes envers mes collègues et mes amis pour leur encouragement et leur aide. Mise en contexte. En Haïti, le taux de change est un indicateur économique très crucial. Il reflète les équilibres et les déséquilibres de l'économie haïtienne, historiquement marquée par une instabilité politique, des catastrophes naturelles récurrentes et une dépendance économique forte. Haïti a connu des fluctuations importantes de son taux de change. Depuis l'année 1986 jusqu'à nos jours, la goutte n'a jamais cessé de se déprécier face au dollar américain, exacerbée par des crises économiques, politiques et aussi des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'économie haïtienne est caractérisée par une grande vulnérabilité et une forte dépendance des aides internationales, sans oublier aussi les transferts de fonds des expatriés. L'économie haïtienne est axée sur l'agriculture, mais souffre d'une infrastructure insuffisante et d'une stabilité chronique. De nos jours, tous les indicateurs économiques tels que le PIB, la balance des commerciales, les taux d'intérêt sont un peu morts. C'est dans ce sens que s'inscrit notre travail de recherche, tout en essayant de répondre à un ensemble de questions problématiques. Quels sont les principaux facteurs qui influencent le taux de change haïtien? Comment peuvent-ils l'affecter? Parmi eux, lequel est le plus influent? Et quelles sont les implications des fluctuations pour l'économie haïtienne? Cadre théorique. Pour bien comprendre les déterminants du taux de change haïtien, l'étude s'appuie sur un riche corpus qui propose différentes approches pour expliquer les fluctuations du taux de change. Et parmi ces approches, on peut citer la parité du pouvoir et le modèle de Mundell-Fleming. Et ces approches nous éclairent à poser les questions de recherche de la manière suivante. Dans quelle mesure la parité du pouvoir d'achat explique-t-elle
les fluctuations du taux de change haïtien? Quel est l'impact du régime de compte en devises dollars américains sur le taux de change haïtien? Quel est l'impact des transferts de fonds de la diaspora haïtienne sur le taux de change haïtien? Comment les chocs exogènes, parlant de catastrophes naturelles, instabilité politique, influencent-ils le taux de change haïtien? Maintenant, après l'ensemble de ces questions, on arrive à poser l'hypothèse suivante. Est-ce que les fluctuations du taux de change en Haïti peuvent être expliquées par les indicateurs macroéconomiques et structurels? D'où notre réponse avant la réponse. Pour y arriver, nous avons fixé des objectifs. Nos objectifs. Il y a les objectifs principaux et objectifs spécifiques. Pour l'objectif principal, c'est identifier les principaux facteurs qui influencent le taux de change haïtien. Maintenant, pour les objectifs spécifiques, on a analysé les déterminants du taux de change en Haïti. Déterminer le facteur le plus influent et contribuer à la fluctuation du taux de change en Haïti. Maintenant, pour y parvenir à l'élaboration d'un tel travail de recherche, une étude théorique sur le déterminant du taux de change haïtien requiert une approche méthodique qui combine la revue de la littérature existante, disons les documents existés, l'analyse des modèles théoriques et la contextualisation spécifique à la situation haïtienne. Maintenant, notre travail est divisé en 4 parties, 4 chapitres. Le premier chapitre parle de contexte et différents types de taux de change. Le deuxième chapitre parle des théories explicatives du taux de change. Le troisième chapitre parle des déterminants macroéconomiques du taux de change. Et le quatrième chapitre parle de spécification du cas haïtien. Maintenant, passons-nous aux résultats et division du travail, aux résultats et discussions. Résultats et discussions du travail. D'abord, on doit avoir les déterminants fondamentaux. Lorsqu'on parle des déterminants fondamentaux, il faut faire référence aux facteurs économiques. Disons, premier facteur économique, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt élevé attire les investisseurs. Les pays avec des taux d'intérêt élevés rendent ces investissements plus attractifs et occasionnent une demande accrue pour la monnaie. Cette demande accrue pour la monnaie de pays fait généralement augmenter sa valeur par rapport au devis. Et c'est ce qui donne un taux d'intérêt fort. Un taux d'intérêt fort signifie qu'une unité de monnaie de cette monnaie peut acheter plusieurs unités d'une devise. Cependant, dans notre cas, c'est autrement, c'est contraire. Disons, un taux d'intérêt élevé ne peut avoir ici un effet positif sur le taux de change parce que ici, l'inflation en Haïti est de 38. Par exemple, si on prend l'exemple de l'année 2003, où le taux d'intérêt moyen est de 17% et l'inflation est de 38%, si on fait le calcul, le taux d'intérêt moyen moins l'inflation pour arriver à trouver le taux d'intérêt réel, on va trouver ici le taux d'intérêt moyen est de moins 16,68%. Aucun investissement ne va pas venir sur ce territoire pour investir parce que son rendement va être négatif. Maintenant, on va aller ici pour l'inflation. L'inflation égale, une inflation élevée, c'est monnaie faible. Quand le prix augmente rapidement dans ces pays, la valeur de sa monnaie a tendance à baisser par rapport aux autres devises. Pour quelles raisons? Pouvoir d'achat diminué, attractivité réduite. Maintenant, on prend ici, c'est balance des paiements. Solde positif. Lorsqu'on a un solde positif, monnaie forte, lorsque l'exportation est supérieure à l'importation, cela renforce la demande pour la monnaie locale, étant à la déprécier. Pour quelles raisons? On a offre et demande de devises et confiance des investisseurs. On continue toujours. Endettement public. Pourquoi on dit endettement public a un effet sur le taux de change? Puisque la monnaie, un niveau d'endettement public élevé peut inquiéter les investisseurs. Cela signifie que le gouvernement doit emprunter davantage et peut avoir des difficultés. Cette perte de confiance peut affaiblir la monnaie. Mais cependant, si le gouvernement a la capacité de gérer cette dette, le taux d'intérêt est normal
il y a une croissance qui est normale et la confiance des investisseurs, cet endettement ne va pas affecter à la négativité le taux de change. Motif. Si on a ici les facteurs politiques, il y a la stabilité. Nous vivons ici une stabilité politique qui rend notre monnaie très faible. Pourquoi? Parce que les investisseurs n'ont pas de confiance, ils ne vont pas venir ici passer leur argent ou bien leur capital. Et aussi, on peut prendre au niveau des institutions comme résultat, institutions nationales, le BRH, le gouvernement essaie une influence significative. Ici, à travers la BRH, politique monétaire, une politique monétaire peut influencer le taux de change, soit rendre la monnaie forte et soit rendre la monnaie faible. Et pour le gouvernement, à travers sa politique budgétaire. Maintenant, on prend ici, on continue, m'excuser. Limite des études et pistes de recherche. Discussion. Maintenant, ici, nous avons ici une limitation. Pourquoi nous disons nous avons une limitation? Parce que les données macroéconomiques et les données statistiques au niveau des BLABH a été difficile à procurer. Pour quelle raison? Depuis février 2024, nous avons ici des difficultés à trouver les données pour entamer une étude empirique. Et cela ouvre la voie à d'autres chercheurs pour appréhender, pour approfondir notre étude des déterminants du taux de change en Haïti et ce qui peut confirmer ou bien infirmer notre étude. En conclusion, les déterminants du taux de change en Haïti sont multiples et complexes. Ils reflètent la fragilité de l'économie haïtienne. Les facteurs tels que ici, le PIB, la croissance économique, les taux d'intérêt et autres jouent un rôle effectivement dans la détermination du taux de change en Haïti. Et comme recommandation, nous avons fait, le gouvernement doit appliquer à court terme des mesures pour que le taux de change soit fort et ici des mesures structurelles. Il faut investir, comme l'a si bien dit et le docteur Claire Selimène, investir dans des infrastructures sociales pour que le gouvernement puisse relancer l'économie par la demande. Sur ce, je vous remercie, messieurs les membres du jury. Maintenant, j'attends les recommandations, j'attends les remarques, les critiques et aussi les questions. Merci. Merci, M. Senatus, donc pour la qualité de votre exposé. Et je vois que tu es allé à l'essentiel. Maintenant, nous allons donner la parole au docteur Providence pour les remarques nécessaires. Bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon cher collègue, l'encadreur, le docteur Fred Selimène. Et je remercie l'impétrant Vladimir Senatus pour son exposé, qui est très bien structuré, limpide. Et pendant qu'il faisait son exposé, à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui disait, mais pourquoi il n'a pas été aussi rigoureux dans le contenu, c'est-à-dire pour vraiment appliquer les choses? Pourquoi est-ce qu'il a en quelque sorte trouvé très rapidement des excuses pour ne pas vraiment aller un peu plus loin dans son analyse? Donc voilà, donc comme d'habitude, on va d'abord regarder ce qu'il a fait en termes de respect des règles. Et quand on dit respect des règles, à l'IS, puisqu'il y a un canevas, un document officiel, toute évaluation doit en quelque sorte se fonder sur ce qui est exigé dans ce document. Donc d'abord, la forme. Je dois dire que quand on parle de forme à l'IS, il y a deux règles d'or qui seront au cœur même de notre analyse du document. D'abord, la règle d'uniformité
hein, est-ce que plus ou moins l'étudiant, hein, il est rigoureux, hein, dans ses choix. D'abord, s'il avait choisi de présenter de telle manière, est-ce que par la suite, il va garder, maintenir son choix et de présenter de la même manière, un peu partout. Et bien entendu, la règle de l'équilibre qui montre une certaine maîtrise, hein, du sujet, maîtrise du travail par les étudiants. Donc, et bien entendu, il y a des règles, hein, de mise en forme qu'on avait, des règles, on va dire, qualifiées de secondaires, mais quand même importantes en matière de mise en forme. D'abord, je dois reconnaître que c'est un travail très, très intéressant. Hein, l'étudiant a voulu aborder une problématique ô combien stratégique, hein, et qui touche tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein, c'est parce que j'ai eu droit à pas mal de questions, hein, des étudiants qui demandaient pourquoi est-ce que, à partir d'une décision de la BRH, on voit tout de suite une baisse, hein, une baisse de la pression, en quelque sorte, sur notre monnaie. Et ça se traduit généralement par un taux, hein, un taux qui va être stabilisé. Et pourquoi, malgré on a toujours le même niveau de performance économique, eh bien, des fois, on voit c'est la flambée, hein, de notre monnaie, la monnaie qui se déprécie par rapport au dollar. Donc, merci pour avoir travaillé sur ce sujet-là. Et je pense que les autres pourront aussi lire le document, après correction, bien entendu, afin de se faire une idée sur des stratégies. Il a parlé de politique monétaire et moi, c'est particulièrement, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que il a utilisé des références que j'ai moi-même utilisées dans un autre cadre. J'ai ajusté. Par exemple, il a utilisé les références de Mundell et de Fleming, hein, sur le marché, hein, et d'échange. Et donc, voilà, donc j'ai pris plaisir à me replonger dans ces théories, même si j'aurai moi-même quelques réserves. Donc, pour les deux règles, attention, je commencerai par dire à l'étudiant de revoir sa pagination du document. Il y a des règles de pagination. On ne peut pas déposer, hein, le document final sans prendre en compte ces éléments-là. Donc, je ne vais pas revenir puisque sur ça, je pense que l'étudiant, il a à sa disposition non seulement le Canva, mais également les enregistrements des séminaires, ateliers qu'on avait réalisés pour montrer aux uns aux autres comment on fait une citation, comment on rédige une bibliographie, les règles de présentation de tout ça. Il faut revoir également la mise en forme, parce que lui, il a fait l'inverse de ce qui est demandé dans le Canva. Hein? On a dit clairement en haut, en bas et à droite 3 cm, à gauche, hein, 4 cm. Il a fait l'inverse. Hein? Donc, il faut appliquer les règles, hein, et en la matière. On ne présente pas, d'ailleurs, il parle, par exemple, la liste des illustrations. C'est comme une table des matières. Hein. Il faut tout donner la référence exacte. Du coup, le lecteur, quand il voit tel graphe ou tel tableau, ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, le lecteur peut aller directement dans telle page, hein, pour vraiment puiser, en tout cas, trouver les informations. Donc, ce n'est pas cette manière-là, telle que tu l'as présentée, on ne fait pas ça. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faudra regarder. Et en plus, on ne peut pas avoir que des graphes et on met comme titre liste des tableaux. Bon, je fais exprès et je ne m'attends pas à une question, mais comme il n'y a pas de tableau, pourquoi liste des tableaux? Où sont passés les tableaux? Hein? Donc, s'il n'y a pas de tableau, eh bien, ce n'est pas la peine de mettre liste des tableaux et des figures.
Si on a à la fois des tableaux et des figures, d'accord, mais sinon, ben, voilà, dans ton cas, tu appelles même, tu nommes tes illustrations graphes. Eh bien, lise des graphes. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans du n'importe quoi. Autre élément, attention aux fautes de syntaxe. Et vraiment, j'invite l'étudiant à prendre le temps de relire, s'il le faut, de se faire aider par quelqu'un, parce qu'il y en a, hein, il y en a, et des fois, c'est très, très compliqué de comprendre ce que l'étudiant voulait dire. Hein? Donc, faute de syntaxe, faute d'orthographe. Donc, je ne vais pas les énumérer puisqu'on a plein de choses à dire, hein, mais j'invite l'étudiant à faire attention à ces détails. Comme on pourrait dire, le diable se cache toujours dans les détails. Autre élément, il y a le titre du chapitre 1. Ça me gêne un peu. Hein? J'ai rarement vu un titre de chapitre aussi court. Hein? Donc, il faut revoir ça parce que c'est vraiment pas normal. Chapitre 1, le taux de change. Bon. Alors qu'à l'intérieur, il y a toute une analyse qui met en relation le taux de change avec d'autres variables. Donc, je t'invite à revoir ce titre-là parce que le titre doit annoncer le contenu. D'accord? Mais si à l'intérieur, on parle d'autre chose, il faut trouver un titre plus approprié. Donc, je compte sur l'étudiant pour vraiment corriger ces éléments-là, et notamment la table des matières. Hein? Une table des matières ne se présente pas comme c'est fait. Alors, on comprend bien que l'étudiant a des difficultés, visiblement en matière de traitement de texte, hein? Mais s'il le faut, mieux vaut donner une monnaie à un jeune qui maîtrise très bien et on aura un document propre. Donc, c'est inacceptable d'avoir ces genres de présentation. Hein? La table des matières, hein? Puisqu'il n'y a pas de référence directe, hein, au numéro de page. Et c'est dégoûtant parce que quand on a ça, ça veut dire que le lecteur, il ne peut pas, hein, il est laissé seul, hein, et c'est à lui de se débrouiller. Or, ce n'est pas ça le but du jeu, c'est que l'auteur, lui, il doit, hein, c'est comme quand on se balade avec un enfant, il faut tenir sa main, et donc le lecteur, c'est comme l'enfant, ou chaque lecteur devient l'enfant de l'auteur, pour vraiment que ce dernier puisse se comporter en bon père de famille, comme dirait l'autre. Donc, il y a la table des matières aussi, mais la bibliographie également. Donc, j'invite l'étudiant à appliquer les règles. C'est vrai qu'il y a une volonté, hein, d'appliquer les règles, on le voit, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein? Et nous, c'est vrai que nous sommes très exigeants, hein? Et nous regardons généralement, dans ce cas-là, hein, le verre à moitié plein. Donc, j'invite l'étudiant à revoir ça parce qu'il y a des normes. Hein? L'étudiant ne peut pas mettre, par exemple, je vois qu'il met systématiquement le nom de revue ou de la maison d'édition en majuscule, carrément. Donc, je ne comprends pas d'où il tient ces choses-là. J'invite l'étudiant à reprendre. Et puis, les noms d'auteurs, il les met en majuscule, tout en majuscule. Or, dans le Canva, il n'est pas question du tout de faire ça. Oui, c'est vrai qu'il a classé, sa bibliographie est classée par ordre alphabétique, c'est très bien, mais il faut aller jusqu'au bout dans l'application des règles. Et peut-être, comme je suis toujours au niveau de la bibliographie, je pense que l'étudiant, je dis ça, mais voilà, donc je pense que l'étudiant aurait dû faire l'effort de trouver davantage. D'ailleurs, il y a des thèses de doctorat, hein, et déjà au niveau de la BU, hein, Bibliothèque numérique de l'IUS,
eh bien, c'est vraiment, ça pose un problème. Hein? Donc, il aurait dû utiliser surtout des ressources qui prendraient en compte la réalité haïtienne. Il y en a, hein? Il y en a. Et je ne vois pas de référence à des documents de la BRH, et BRH qui produit régulièrement des rapports, et ces rapports-là sont généralement disponibles sur le site internet de la BRH. Hein? Donc, on aurait pu vraiment renforcer cette bibliographie. Et ça se traduit également par, et lui, il reconnaît ça, c'est ce qui m'a... J'étais étonné, hein? Ça m'a étonné. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit, eh ben, il n'y avait pas moyen d'aller et collecter des données. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Quand on sait que particulièrement sur Haïti, les données qui sont les plus utilisées viennent de la Banque mondiale. Et c'est complètement disponible en ligne. De la BRH. C'est complètement disponible en ligne, etc., etc. Donc, je ne comprends pas cette facilité qu'il a heureusement pour lui, c'était des données, on va dire, secondaires par rapport à ce qu'il développe, mais des données qui seraient très utiles pour renforcer son argumentaire. Donc, j'invite l'étudiant à vraiment prendre en considération ces aspects-là pour renforcer, pour finir son travail. Il a un sérieux problème en matière, comme je l'ai dit tantôt, de traitement de texte. Et c'est dommage. C'est très dommage. Hein? Parce qu'effectivement, il y a des paragraphes qui sont très longs et d'autres très courts. Hein? Et puis, on voit bien qu'il y a même les interlignes ne sont pas toujours respectées. Je me demande même si la police, comme c'est un document en PDF, j'ai du mal à vérifier à la fois l'interligne et la police. Mais je suis sûr qu'il y a au moins 2 types de police. Hein? Donc, on ne fait pas ça dans un document académique, on ne fait pas ça. Hein? Nous ne sommes pas des danseurs. Alors, autre élément toujours sur la forme, il y a, il faut le reconnaître, il y a une tentative, une volonté d'appliquer la règle de l'équilibre. Même si je pense qu'il y a en même temps des éléments, en tout cas, un peu des contenus à déplacer pour vraiment aller vers l'équilibre souhaité. Parce que le premier chapitre fait 9 pages, le deuxième 13, déjà 4 pages d'écart, et quand on regarde bien, il y a moyen de faire en sorte de développer soit davantage le premier chapitre ou même de déplacer quelques informations du deuxième chapitre étant vers le premier chapitre pour équilibrer. Donc, j'invite l'étudiant à vraiment regarder ça de plus près. Et puis, il faut toujours, et ça, c'est vraiment, ça m'embête, puisque je le dis quand je fais les cours de méthodologie pour les étudiants, pour tout le monde, on ne présente pas une illustration sans donner un numéro, un titre d'abord, le contenu, et à la fin, il y a la source. Donc, ça m'embête à chaque fois que les étudiants présentent, que ce soit tableau, graphe ou je ne sais quoi d'autre, même une carte, sans jamais prendre en considération ou respecter cette règle. C'est pas normal. Donc, il s'amuse à dire graphique 3, il n'y a pas de titre. Le pire, graphique 3, il fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas acceptable. Donc, j'invite l'étudiant. Il y a des graphiques qui même pas de numéro, etc. Donc, il ne sait même pas combien de graphiques qu'il a dans son document. Donc, ça c'est vraiment, sur le plan de la forme, c'est des règles basiques. Un étudiant en master doit toujours montrer qu'il peut faire aussi bien qu'eux. Donc, appliquer les règles.
Maintenant, Monsieur le Président, je passerai, et je ne vais pas m'attarder trop parce que j'ai aimé l'analyse, même s'il y a mon goût, les problèmes de données, est-ce qu'il y a un goût? On peut couper le micro en attendant, docteur Saint-Martin, coupe ton micro puisqu'il y a du monde. Hein? Bon, alors, ce que j'allais dire, c'est que vraiment pour terminer, je ne vais pas rester trop longtemps sur le fond. Oui, on comprend l'analyse ici très bien, très rigoureux. Il est très rigoureux, hein, l'étudiant, c'est bien. Sauf que, bon, il y a des données qui manquent, notamment pour expliquer la réalité haïtienne et montrer l'évolution de cette situation-là par rapport à des choix, notamment ce qui va influencer d'une certaine manière la politique monétaire. Hein? Bon. Par exemple, il s'amuse à dire, qu'il n'y a pas eu de... je ne pouvais pas collecter des données parce qu'en Haïti, il y a eu tel ou tel souci. Non, un chercheur ne vient pas avec des excuses. Il y a un problème à tel niveau, eh bien, il cherche des solutions. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de remettre ou de rejeter la faute sur d'autres personnes. C'est le chercheur qui doit se débrouiller. Et à mon sens, il y a assez d'informations disponibles sur Internet pour vraiment, qui pourraient vraiment renforcer ce travail-là. Donc, je terminerai par demander à l'étudiant, est-ce qu'il peut rappeler pour le grand public ce que son travail a pu apporter à la connaissance d'abord, mais à la compréhension de cette thématique en Haïti, c'est-à-dire la particularité haïtienne. Donc, c'est une question à deux volets. D'abord, sur le plan théorique, puisqu'il a annoncé sur le plan théorique. Donc, qu'est-ce que son travail? Comment est-ce qu'il peut justifier l'apport de son travail sur le plan théorique? Mais comme il a travaillé sur Haïti, dans cette réalité complexe, est-ce qu'il peut montrer l'importance, l'utilité de son travail pour comprendre ce qui se passe en Haïti? Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Providence. Donc, je souhaite que l'étudiant puisse répondre à la question et ensuite, je vais donner la parole donc, au docteur Célimène. Monsieur Vladimir Senatus, donc vous pouvez réagir aux remarques du docteur Providence. Monsieur Senatus, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'y suis. Oui, j'avais un problème de couper, maintenant c'est résolu. Je vous entends, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez réagir donc aux différents commentaires du docteur Providence. Oui, je peux le faire. Donc, il semble qu'il y a un problème de communication de votre côté. Sinon, donc, on va donner la parole au docteur Célimène, donc votre directeur de mémoire. Docteur Célimène? Oui, je suis là. Je suis là. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Oui, je crois que... Effectivement, et concernant les remarques du docteur Président. Et Monsieur Sénatus? Oui, allô? Donc, vous aurez la parole. Oui, maintenant. D'accord, merci. Oui. Donc, je crois que le docteur Providence a relevé les points sur lesquels je me suis battu pendant de longs mois.
Le nombre de fois que j'ai eu à rejeter le travail, non, ça reste pas. Je crois que Vladimir a un problème avec les règles. Il a un problème avec les règles. Une règle, il la voit, mais il ne peut pas la respecter. Il en voit quand même quelque chose de différent de la règle. Donc il faut lui renvoyer pour lui dire non, ça ne respecte pas la règle. Et ça dure comme ça. Surtout quand l'étudiant n'a pas commencé à bouger depuis le mois d'octobre ou novembre ou décembre, mais qu'il commence à bouger de longs mois après, ça donne un travail critiquable sur le plan de la forme. Alors que, comme l'a dit le docteur Providence, sur le fond, il y a matière à faire des choses intéressantes. Il y a du travail de fond. Mais c'est le vrai problème avec les étudiants qui se disent j'aurai le temps. Et 6 mois après, j'aurai le temps. 9 mois après, j'aurai le temps. Et puis, quand le 11e mois arrive, parce qu'il faut déposer au 11e mois, eh bien, on bouge, quoi. Et c'est ça qui détériore la qualité du travail. J'insiste là-dessus, hein, parce que c'est fatigant à ce niveau-là. Non seulement c'est fatigant à ce niveau de devoir demander à des étudiants de faire leur job, mais c'est fatigant surtout de voir qu'à ce niveau-là, on donne un document, on dit reproduire la forme de ce document. Et on n'y arrive pas à ce document, à ce niveau-là. Ça, c'est pénible. C'est fatigant, c'est usant, c'est habillement. Et donc, le travail en lui-même, monsieur Sénatus montre bien qu'il connaît le sujet. Et non seulement il connaît le sujet, mais il maîtrise le sujet. Mais chaque fois, les étudiants oublient que un mémoire, c'est pas comme une copie d'examen que l'on donne et que le prof corrige et met sa note et puis c'est fini. Non, sinon ce ne serait pas un mémoire. Un mémoire, c'est plus que ça. Un mémoire, c'est un exercice écrit. Donc, il faut bien écrire dans les formes dites. Les formes. Un mémoire, c'est aussi le fond de la cohérence de ce qu'on développe. Et puis, un mémoire, c'est aussi une prestation orale. Et je crois que sur le fond et sur la prestation orale que Vladimir vient de faire, je pense qu'il a rempli les deux missions sur 3. Sur le fond, il connaît. De la prestation orale, il s'exprime clairement. Mais les étudiants n'arrivent pas à comprendre que la forme peut détruire le fond. La forme peut détruire le fond. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous devez demander à votre père la permission de sortir. Eh bien, le moment, vous allez le choisir. Vous n'allez pas choisir le moment où il est le plus fâché. Vous allez choisir le moment où il est plus malléable. Donc, il y a la forme et puis il y a le moment. Nous devons respecter le moment. Nous devons déposer notre mémoire en août et pas après. C'est en août. C'est le moment. Donc, vous avez vécu dans le moment. Eh toute chose vit dans le moment. L'établissement a son moment. Son moment, c'est août. Et les souteneurs, c'est septembre. Mais on ne va pas choisir des moments en fonction de chaque étudiant. J'insiste sur ce plaidoyer pour qu'on comprenne, parce que c'est sûr, comme disait le collègue précédemment, il faut du temps pour construire un monde. Les choses ne se construisent pas d'un coup. Mais il faut répéter. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Donc on répète, et je répète.
Nous n'allons jamais faire de soutenance en octobre parce que l'étudiant n'était pas à l'heure. Jamais. Il ne faut pas compter sur ça. Il va échouer, puis point final. Chacun ne donnera pas sa forme. Chacun ne donnera pas son moment. Hein? Il y a un moment que l'établissement a fixé. Sinon, ce n'est pas un établissement. Ce n'est pas un établissement. S'il y a 1000 étudiants, et les 1000 étudiants donnent leur moment, donnent leur forme. Donc, c'est cette culture qu'on a du mal. C'est cette culture des institutions. Chaque institution a sa propre culture et chacun doit se plier. Vladimir travaille aux douanes, les douanes ont leur culture, ben, il faut qu'on s'y plie. Il faut qu'on s'y plie. Chacun va arriver, chacun va donner aux douanes une manière de fonctionner. Non. Les douanes ont leur culture, on respecte. Ouais. Et vous verrez que les choses seront tellement plus faciles après. Les choses vont tellement bien après que vous serez vous-même étonné. Hein? Donc, sur la forme, je partage totalement ce que le président Christophe Providence a évoqué et je partage tout ce qu'il a dit sur la forme. Alors, sur le fond, bon, bien sûr, il a reconnu, comme moi-même, que Vladimir, c'est de quoi il parle. Alors, moi, j'aurais aimé entendre Vladimir sur, juste qu'il le dise, il l'a écrit, mais je ne suis pas sûr qu'il comprend les retombées de ce qu'il a écrit là-dessus. Quels sont les principaux facteurs qui influencent le taux de change? Merci, Président. Merci, docteur. Pardon? Oui, vous pouvez continuer, docteur Cédric. Oui, je disais à Vladimir de l'exprimer et le développer pour moi. C'est tout ce que je l'ai à lui demandé. De l'exprimer à l'oral et de le développer. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec les remarques et ensuite l'étudiant aura environ 15 minutes donc, pour rebondir, donc pour réagir. Donc, moi, de mon côté, je trouve que c'est un sujet vraiment d'actualité qui visera à faire ressortir les facteurs déterminants du taux de change en Haïti. L'étudiant a expliqué clairement en termes d'objectifs ce qu'il veut faire ressortir. Mais sauf qu'il a remarqué dans le document, il n'y a pas de problème de recherche. Donc, c'est un sérieux problème donc, qui caractérise le document. Mais globalement, nous pouvons dire que c'est un document qui est assez bien écrit, même quand il confronte beaucoup de problèmes de forme. Mais au commencement, on trouve une sorte de dérangement dans la structure du document. Par exemple, des numéros de page viennent s'interpénétrer dans le document. Et votre partie de remerciement, à mon avis, n'est pas correct. C'est un travail de paresseux, à mon avis. Je pense également que vous n'avez pas utilisé une méthodologie scientifiquement appropriée, ou du moins validée. Et en ce sens, vous n'avez pas droit de faire à ce niveau votre propre méthodologie. Donc, à mon avis, c'est pas académique. Vous n'avez pas cette compétence-là. Autrement dit, l'approche méthodologique que vous avez utilisée pour la réalisation du travail n'est pas pertinente pour vous permettre de cerner les déterminants du taux de change en Haïti. Par exemple, vous avez mentionné que certaines données n'existent pas sur le site de BH pour au moins modéliser votre argumentatif. Parce que normalement, votre étude demande un modèle de régression donc multilinéaire. Donc, vous devez essayer. D'ailleurs, à mon avis, les données existent. Si tu ne trouves pas ça sur le site de BH, il y a le site de la Banque mondiale, de l'Université Sherbrooke, qui sont en ligne, où vous pouvez trouver donc l'ensemble des données pouvant vous permettre d'adopter un modèle économétrique donc, dans votre travail. Donc, je pense que la méthode que vous avez utilisée n'est pas appropriée pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, à savoir fixer les déterminants du taux du change donc en Haïti. Donc, bref, il serait beaucoup plus intéressant dans votre travail d'utiliser des outils statistiques descriptifs et explicatifs pour saisir les déterminants du taux de change en Haïti. Les données existent, et même quand les données avant février 2024 n'existent pas,
il faudrait étendre votre étude à partir de 2018, là où la crise aggrave, le taux d'inflation augmente, le taux d'échange se détériore, et à février 2024. Donc, il y avait différentes possibilités pour que vous puissiez donc normalement et atteindre vos objectifs de travail. Donc, maintenant, vous avez la parole. Donc, vous avez 13 minutes donc, pour vous défendre. Merci, Monsieur le Président. Alors, concernant les remarques faites par Dr. Christophe Providence, ainsi mon encadreur, Dr. Fred Selimène, et vous, Monsieur le Président, c'est juste et vraiment vrai. Il y a des esprits, il y a des impuretés dans la forme, et je tiens les remarques. Et je vais apporter les corrections concernant la pagination, concernant la bibliographie et toutes les remarques. Je viens de noter toutes les remarques parce que le travail que je viens de faire ici, ce n'est pas un travail pour M. Senatus, ce n'est pas un travail pour le monde du jury, c'est un travail pour l'UIS. Et ce travail doit répondre aux normes de l'UIS parce que il y a des décideurs, il y a des chercheurs qui vont consulter ce travail afin qu'ils puissent porter des solutions à ce phénomène qui est actualisé. Maintenant, concernant la question du docteur Fred Selimène, quels sont les principaux facteurs qui influencent le taux de change en Haïti? C'était notre objectif principal. Identifier les principaux facteurs qui influencent le taux de change chez nous. Lorsque j'ai dit ici le taux de change chez nous, on voit Haïti. Alors, pour trouver les principaux facteurs qui déterminent le taux de change en Haïti, on a ici les déterminants fondamentaux. Lorsque je dis ici les déterminants fondamentaux, vous voyez ici les facteurs économiques. Et lorsque je dis les facteurs économiques ici, vous avez un premier indicateur qui est le taux d'intérêt élevé. Un taux d'intérêt élevé peut influencer le taux de change. Maintenant, il y a ici un bémol. Lorsque je dis un bémol, ça peut être élevé et ça n'attire pas d'investisseurs. Pour quel motif que je viens de dire ça? Parce que si on a une inflation qui est plus élevée que le taux d'intérêt, il faudrait calculer le taux d'intérêt réel. Et pour calculer le taux d'intérêt réel, vous devez ici avoir le taux d'intérêt moyen, moins l'inflation, et vous allez obtenir le résultat, le taux d'intérêt réel, et ça va être négatif. Dans notre cas, si on prend l'exemple pour l'année 2023, l'inflation a été, le taux d'intérêt moyen a été de 17% et l'inflation a été de 28% et on a obtenu un taux d'intérêt réel négatif. Et si on a un taux d'intérêt négatif, l'investisseur ne va pas venir investir en Haïti. Il va chercher d'autres rendements ailleurs. Maintenant, c'est un premier facteur qui influence ici le taux d'intérêt. On a ici aussi la croissance. La croissance ici influence le taux d'intérêt. Si vous avez ici, par exemple, notre cas pour Haïti, où l'inflation a été négative pendant des années, ça va avoir des répercussions sur Haïti, sur le taux de change haïtien. Pourquoi on dit ça va avoir ici un effet sur le taux de change en Haïti? Parce que pour répondre à la demande nationale, vous devez ici aller acheter de l'extérieur. Et lorsque vous l'achetez de l'extérieur, ça va avoir un effet sur le taux de change en Haïti. En outre, ça va diminuer ici le pouvoir d'achat. Et lorsque ça va diminuer le pouvoir d'achat, maintenant, si ici, les gens qui se trouvent sur le territoire avec ici, ils peuvent procurer beaucoup plus de biens, beaucoup plus de services avec la devise, maintenant, le pays va être moins compétitif. Maintenant, c'est un deuxième facteur que je vais vous dire. Maintenant, ici, vous avez inflation. Parce que la même chose, lorsque vous avez ici une inflation qui est élevée, la monnaie va être faible. Parce que quand le prix augmente de manière rapide, la valeur de la monnaie a tendance à baisser par rapport aux autres devises. Pourquoi? Comme je viens de le dire, le pouvoir d'achat va être réduit,
vous allez avoir ici une attractivité réduite. Il y a un autre facteur qui peut influencer le taux de change. Mais pour nous en Haïti, ça va avoir un effet négatif. C'est lorsque ici on a un sol positif. Lorsqu'on dit un sol positif, lorsque l'exportation est supérieure à l'importation, vous avez ici un sol positif. Dans notre cas Haïti, on a un sol négatif, car l'exportation sur l'importation est négative et ça va avoir un effet. Pour répondre à la demande nationale, on a dû recourir aux biens de l'extérieur et aux services de l'extérieur pour répondre à la demande nationale. Et là, maintenant, ça va renforcer, ça va diminuer la monnaie locale. Et il y a d'autres choses encore, qui c'est endettement public. L'endettement public c'est un risque pour la monnaie. Un niveau d'endettement public élevé peut inquiéter les investisseurs. Cela signifie que le gouvernement doit aller emprunter davantage et ça va avoir des difficultés. Mais cependant, pour un pays qui gère la capacité, à gérer ses dettes, où le taux d'intérêt à titre d'investissement, où il y a une croissance et qui est positive, maintenant ça attire la confiance des investisseurs, maintenant ça va renforcer la valeur de la monnaie. Maintenant, c'est ce qu'on a dit. Il y a d'autres facteurs externes, exogènes, qui influencent. Par exemple, on voit ici le facteur politique. C'est ce que nous vivons tous les jours en Haïti. La stabilité politique ici réduit la valeur de notre monnaie. Parce que les investisseurs n'ont pas de confiance. Et si les investisseurs n'ont pas de confiance, ils ne vont pas investir ici. On ne va pas avoir assez de dollars. On va avoir assez de dollars pour aller importer afin de combler la demande nationale. Et il y a d'autres facteurs ici, les institutions, la BRH, dans sa politique de monétaire nationale, le gouvernement et dans sa politique de budgétaire. Et ce qui est pire ici, et je mets en annexe ici, et la décision prise par l'ancien gouverneur qui était en fonction, si je crois c'est Dubois, ok, comment puis-je dire ça? Les intermédiaires financiers. Les intermédiaires financiers, je parle de banques commerciales, ont un impact très influent sur le taux d'échange haïtien. Comment ils ont un impact très influent sur le taux d'échange haïtien? Parce qu'ils jouent le rôle, ils ont laissé le rôle ici qui est d'intermédiaire financier. Maintenant, ils préfèrent jouer le rôle en mission. Quel rôle de mission? Ici, c'est le bureau de change. Il joue le rôle. Sénatrice, vous avez 2 minutes. Oui. Lorsqu'il joue ici le rôle de bureau de change, il monopolise le dollar. Et lorsqu'il monopolise le dollar, il crée ce qu'on appelle une spéculation financière. Alors qu'ici, je parle d'anticipation aussi. C'est eux qui créent les anticipations. Ils contrôlent le dollar. Il contrôle le dollar à travers une situation de monopole de marché. Maintenant, lorsque vous avez besoin de dollars, il vous dit non. Maintenant, vous allez accepter n'importe quel prix pour acheter des dollars. Je crois que les banques commerciales haïtiennes jouent un rôle très important dans la détermination du taux de change en Haïti. Et on peut continuer ici. Il y a d'autres facteurs. Maintenant, les facteurs les plus importants que je viens d'évoquer ici, ce sont ces facteurs-là qui influencent le taux de change en Haïti. Maintenant, pour répondre à la question du docteur, docteur Providence Christophe, quelle connaissance mon travail de recherche peut apporter à la société haïtienne? Oui. Mon travail de recherche peut apporter une connaissance assez intéressante à la société haïtienne parce qu'il a donné des pistes pour voir comment le dollar évolue, comment la goutte par rapport au dollar a perdu sa valeur. Et comme on vous a souvent de le dire, un problème identifié est à moitié résolu. Maintenant, si ici, on arrive à identifier comment ici, la goutte a perdu sa valeur face au dollar en Haïti, maintenant, et c'est la raison pour laquelle que je viens de dire à court terme, voilà ce qu'il faut faire. À court terme, il faut ici régulariser le système financier. Après le système financier, il y a d'autres décisions qu'on doit prendre à court terme. Et à long terme aussi, il y a d'autres décisions à prendre. Le gouvernement ici doit mettre des infrastructures sociales
comme docteur et Fred Seliman l'a toujours dit, en mettant des infrastructures sociales sur place, vous allez relancer l'économie par la demande. Et lorsque vous relancez l'économie par la demande, vous allez renforcer la valeur de la zone. Sur ce, je crois que j'apporte un peu de réponses, même si je n'apporte pas toutes les réponses, mais c'est un peu. Merci. Oui, merci, Monsieur Senatus. Donc, Monsieur Docteur Providence, vous n'avez pas de réaction? Oui, donc non, je remercie l'étudiant. Et c'est vrai aussi hein, de rappeler peut-être que cet exercice sert également d'occasion pour l'étudiant de noter hein, pour pouvoir par la suite apporter les éléments, en tout cas corriger son texte. D'accord? Donc voilà, donc je pense il avait bien compris, il avait bien noté mes remarques et en plus il aura droit hein, à l'enregistrement comme les autres. Hein, il n'aura pas à se casser la tête pour revenir sur nos remarques, nos commentaires, nos suggestions. Merci, Monsieur le Président. Docteur Seliman. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais demander s'il y a encore 2 minutes devant nous, je voulais demander à Vladimir quel lien il fait entre l'accroissement du taux d'intérêt et le niveau d'endettement du pays. Quel est le lien, le taux d'endettement du pays, entre le taux d'intérêt et le taux d'endettement du pays? Monsieur Senatus, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Je ne saisis pas trop bien la question, s'il vous plaît, docteur. La communication, c'est pas clair. Le lien s'il vous plaît. Entre le taux d'intérêt débiteur, le taux d'intérêt suite à cette détérioration de taux de change, forcément, tu l'as dit, il y a une détérioration de la valeur de la monnaie et une augmentation du taux d'intérêt débiteur du pays. Quel lien tu fais entre ce taux d'intérêt et le niveau d'endettement, le taux d'endettement du pays? Par quel canal de transmission, si tu préfères encore, le taux d'intérêt débiteur détériore le niveau de l'endettement du pays? Oui, et ce que je peux dire, si j'arrive à bien saisir la question, le gouvernement, lorsqu'il fait des emprunts, pour arriver à honorer ses engagements, il doit aller emprunter de l'argent. Et lorsqu'il va emprunter de l'argent, et si on a ici un niveau de taux d'intérêt assez élevé ou bien bas, et si le taux d'intérêt est élevé et l'inflation est baisse, ça va être nul, parce que je viens de le dire ici. Et si le taux d'intérêt, par exemple, je prends l'exemple, un taux d'intérêt de 17% moyen, et vous avez une inflation de 38%, maintenant vous allez avoir un taux d'intérêt réel négatif. Aucun investisseur ne va pas venir ici. Et le gouvernement, maintenant qu'il a un taux d'endettement assez élevé, maintenant pour pouvoir honorer ses endettements face à ses partenaires, soit de l'extérieur ou bien à l'intérieur, il doit avoir beaucoup de devises. Et maintenant, pour avoir des devises, ça va faire une pression sur la goutte. Et là, il n'y a pas assez de devises. Il n'y a pas assez de devises. Est-ce qu'on n'a pas assez de devises? Il se peut qu'il va à la Banque centrale. Et s'il va à la Banque centrale pour emprunter davantage, ça va augmenter le niveau d'endettement. Non, ce n'est pas au niveau de la Banque centrale qu'il va. Non, c'est sur les marchés internationaux qu'il va s'endetter, le pays. Ça ne rentre pas dans le taux d'endettement tel on le parle. C'est-à-dire le taux d'intérêt débiteur qui augmente mécaniquement le niveau d'endettement, puisqu'on ira faire des emprunts sur les marchés à un taux d'intérêt plus élevé.
Donc forcément, il y a mécaniquement une augmentation du niveau d'endettement du pays. C'est-à-dire puisque votre taux d'intérêt sur le marché est plus élevé. Donc automatiquement, l'endettement, le taux d'endettement, s'il était de 70% du PIB, avec un taux, mécaniquement, avec un taux d'intérêt qui augmente, mécaniquement, vous voyez que vous pouvez passer à un taux de, suivant le montant, suivant le volume, vous pouvez passer à 75-80% de taux d'endettement du PIB. Donc, le taux d'intérêt débiteur, automatiquement, détériore le niveau d'endettement du pays. Bon, mais enfin, aujourd'hui, si je te demande quel est le taux d'endettement d'Haïti, je crois que personne ne le connaît réellement. C'est encore un problème. Bon, moi, je ne l'ai jamais trouvé clairement. Oui, vous avez 10 secondes parce que le temps nous fait la guerre. Ok, je peux te le dire pour la France, je peux te dire la France est 110-115%, les États-Unis 100%, l'Allemagne 70%. Enfin, je peux te dire pour tous les pays, mais malheureusement pour Haïti, je suis capable de te donner le taux d'endettement du pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sénatus, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Donc, la oui, et merci. Et mes derniers mots, d'abord, je dois remercier l'UIS et je dois dire aux autres, à l'UIS, on ne fait pas de cadeaux et il faut être un rude travailleur. Et j'encourage mes camarades et mes camarades de travail à venir à l'UIS au lieu de rester de rien faire. Parce que la raison pour laquelle j'étais à l'UIS, c'était un assistant qui avait posé beaucoup de problèmes et j'ai laissé mon poste et j'ai dit, bon, je préfère étudier que de rester. Merci, Monsieur Sénatus. Donc, il suffit donc d'aller apporter les corrections nécessaires et ensuite vous aurez un document donc potable. Maintenant, nous allons assister à la prochaine séance. Je vais donc laisser la présidence au docteur Nelson Sylvestre. Donc, on va assister à la soutenance et... C'est moi. Je vais arrêter oui, docteur Fred. D'accord. Oui. J'arrête et puis je relance pour toi. Président Jules Saint-Martin, j'arrête et je relance pour moi. D'accord.